le contenu du business plan. Alors, dans cette formation-là, je vais prendre deux cas. Je vais prendre le cas d'une petite entreprise et le cas d'une entreprise moyenne ou grande. Aujourd'hui, on va se limiter au cas d'une petite entreprise. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à voir au niveau de ce business plan. Alors, entendons-nous bien. Il y a tellement de formats de business plan qu'on ne fera pas de débat sur le format. Ce qui est important, c'est le contenu. C'est la raison pour laquelle la semaine passée, j'avais insisté pour vous montrer à quoi servait un business plan. Pour vous, en tant qu'entrepreneur et porteur de projet, pour le banquier ou le financeur, quelqu'un qui a l'argent qui est prêt à vous financer, ou bien pour un investisseur qui voudrait participer à votre projet pour des tas de raisons, gagner de l'argent, etc. Donc, en fonction de cela, on peut modifier le business plan, mais d'une manière générale, les points que j'ai énumérés ici se trouvent dans tous les business plans. D'abord, il y a un résumé exécutif. Je vais y revenir. Ensuite, il y a la présentation du porteur du projet. Ensuite, il y a la description de l'activité, donc de l'offre, votre offre. Il y a l'analyse du marché. Ensuite, il y a la stratégie commerciale qui va vous aider à vendre. Ensuite, il y a la partie opérationnelle, ça peut être la production, la transformation, que j'appelle mise en œuvre opérationnelle, on y reviendra. Ensuite, il y a les éléments financiers, les comptes d'exploitation prévisionnelle, etc., etc. Ensuite, il y a les principaux risques et solutions. Ça, c'est un aspect qu'on oublie souvent au niveau des plans d'affaires, des business plans. Et c'est important parce que c'est un aspect sur lequel les banquiers et les investisseurs vont se pencher. Quand ils vont poser des questions, ils vont poser des questions sur le niveau de risque. Pour voir, est-ce que vous êtes conscient des risques que vous prenez? Si oui, quelles sont les solutions que vous préconisez? Donc, ne soyez pas pris au dépourvu. En fait, enfin, il y a la conclusion et le planning de lancement parce qu'il faudra bien démarrer son business plan. Au niveau du résumé exécutif, qu'est-ce qu'on trouve? C'est une page synthétisant le projet, l'activité, les chiffres clés, l'opportunité. Une à deux pages maximum qui vous montre, qui montre aux banquiers, qui montre aux investisseurs ce que c'est que le projet. Sans même lire tout le document, quand on lit ça, on a déjà une idée du projet, on va dire que ça c'est intéressant. Et ici, les questions qu'on se pose pour remplir cette page, en quoi consiste l'activité? Quelle est l'opportunité? Quels sont vos objectifs que vous poursuivez dans ce business plan, dans votre projet? Ensuite, il y a la présentation du porteur du projet. Et dans cette présentation, bon, en fonction des situations, parfois vous donnez un CV détaillé, tout dépend du type d'activité. Vous parlez de vos diplômes, de vos expériences professionnelles, parce qu'il faut qu'on puisse savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Donc, à ce niveau-là, cette partie doit répondre aux questions suivantes. Qui sont les porteurs du projet? Quel est leur parcours? Parce que c'est à des individus qu'on finance. Je l'avais dit la dernière fois avec ce banquier-là, qui mettait le business plan sous le coude et qui regardait le promoteur les yeux dans les yeux pour lui dire « Parlez-moi de vous ». Parce qu'on ne finance pas comme ça un dossier, on finance des personnes. Les motivations personnelles et pourquoi ce projet-là aussi, ici, vous devez l'expliquer. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce type de projet? Quelles sont vos motivations personnelles? Pourquoi ce projet? Si maintenant, c'est une entreprise qui existe, ça c'est dans le cas d'une création. Si c'est une entreprise qui existe, il faudrait l'historique de l'entreprise si l'entreprise existe. Oui, il faut qu'on comprenne que cette entreprise a été créée il y a 5 ans. À ce moment-là, il vous demande même de donner les états financiers des années passées. Il faut qu'on comprenne c'est quel type d'entreprise. Ensuite, on passe à la description de l'activité. Ici, vous allez préciser le secteur d'activité. Dans quel maillon la chaîne de valeur voulez-vous vous insérer? Vous entrez dans un secteur, le secteur est représenté par une chaîne de valeur où il y a un ensemble d'agents, d'entreprises, de processus, de relations d'affaires qui existent. Il faut montrer que vous les maîtrisez et que voici l'endroit où vous allez vous insérer. Ça, il faut aller dans la vidéo où j'ai parlé des opportunités d'affaires par les chaînes de valeur. Là, c'était très clair. Ensuite,
Quelle est la gamme de produits et de services que vous offrez? Quelle est votre proposition de valeur unique? Market value proposition. C'est-à-dire que ici, comme je l'ai expliqué, lorsque vous entrez dans un secteur, vous trouvez déjà qu'il y a des concurrents qui sont là. Les clients ont l'habitude d'acheter des produits chez le fournisseur. Vous entrez dans le secteur et vous voulez que les clients s'orientent vers vous. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez de particulier, d'unique à vendre ou bien à offrir à ces clients-là? C'est ça qu'il faudra mettre en évidence. Quels éléments de différenciation par rapport à la concurrence? Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Pourquoi ce client va-t-il lâcher son ancien fournisseur pour venir vers vous alors qu'il ne vous connaît pas? Donc là aussi, il ne faut pas juste faire du copier-coller. Si vous faites du copier-coller, vous ouvrez votre salon de coiffure, vous attendez, et vous allez attendre longtemps. Au niveau de vos clients cibles, là aussi, quel bénéfice vous offrez à ce client? Quel type de client ciblez-vous? Ça, j'en ai parlé déjà. Est-ce que ce sont des clients institutionnels, c'est-à-dire que c'est le business to business ou business to government? Vous travaillez avec d'autres entreprises, ou bien est-ce que vous travaillez avec le gouvernement, l'administration, le secteur public, ou bien vous travaillez avec le public, business to consumer? Est-ce que vous vendez directement aux consommateurs? Là aussi, il faudrait savoir ce que c'est. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'on dégage le business model, parce que ça, je vais peut-être revenir quand je vais traiter le business plan de façon beaucoup plus précise et étoffée dans le cas des entreprises moyennes et grandes. Mais déjà, c'est une partie extrêmement importante, cette partie-là, parce que tout le business plan repose sur ça. Description de l'activité. Maintenant, analyse de marché. Estimation chiffrée de la taille du marché accessible. Ici, quelle est la taille du marché accessible? Parce que quand vous entrez dans un marché, tout n'est pas accessible. Ce qui est important, c'est comment vous allez capter ce marché accessible. Quelles sont les principales tendances du secteur? Comment avez-vous segmenté le marché? Alors, les tendances du secteur, c'est important. Quand vous entrez dans un secteur, est-ce que ce secteur-là, c'est un secteur en croissance? Et si on compare le chiffre d'affaires global total du secteur des années passées, d'année en année, c'est en train d'augmenter, ou bien c'est en train de diminuer, ou bien c'est en train de stagner. Si c'est en train d'augmenter, c'est bon signe, c'est très bon. Les banquiers aiment ça, les investisseurs aiment ça. Mais quand vous entrez dans un secteur qui est en train de baisser, les amis, vous allez devant des difficultés. Que vous allez dans des secteurs où vous trouvez déjà beaucoup d'entreprises, beaucoup de concurrents qui n'arrivent même pas à réaliser les chiffres d'affaires d'antan. Et ils vont avoir tendance à faire une guerre des prix pour vendre coûte que coûte. Et quand vous entrez dans le secteur-là, alors que vous venez de faire vos investissements, vous avez besoin de rentabiliser vos investissements, vous ne pouvez pas entrer dans une guerre de prix, c'est impossible. Comment avez-vous segmenté le marché? On verra la question de segmentation plus tard. Ensuite, les profils et parts des principaux concurrents. Il faut connaître vos concurrents, les amis. Quels sont les concurrents directs et les concurrents indirects? Je donne souvent l'exemple dans nos marchés. Les vendeurs de viande, leurs concurrents directs sont tous les vendeurs de viande du marché, mais les concurrents indirects sont les vendeurs de poulet, les vendeurs de poissons. Vous voyez, si la viande est trop chère, le même consommateur qui peut venir acheter votre viande peut se détruire et aller acheter du poulet, par exemple. Alors, quelles sont leurs parts de marché? Parce que vous devez vous positionner par rapport à ces concurrents. Donc, ce positionnement-là vous permet de dire quelles sont leurs forces et leurs faiblesses par rapport au projet. Vous ne pouvez pas venir avec votre projet, vous installer tranquillement et espérer que ça marche. Non. Vous dites que je trouve des concurrents sur place. Quelles sont leurs forces par rapport à moi? Quelles sont leurs faiblesses par rapport à mon projet? Donc ça, c'est dans l'analyse du marché, ça qui vous permet de montrer aux banquiers que vous comprenez votre marché. Ensuite, il y a la stratégie commerciale. Maintenant, vous avez compris votre produit, vous avez compris votre marché, mais comment vous allez faire pour vendre? Comment vous allez fixer le prix? Prix de vente fixé et marge prévue, quelle tarification ou politique de prix sera appliquée? Là aussi, il faudra dire, est-ce que vous allez vendre au même prix que les concurrents? À un prix supérieur ou bien à un prix inférieur? En sachant que, bon, vous pouvez faire du dumping, donc quand vous vendez
très en deçà du prix du marché, les concurrents pourront vous suivre. Hein. Vous baissez le prix, ils baissent le prix. Et comme ils sont là depuis longtemps, ils ont forcément des avantages sur vous. D'accord? Donc, il faudra bien définir les critères sur lesquels vous allez vous baser pour définir votre tarification, votre politique de prix. Ensuite, il y a les outils promotionnels pour se faire connaître. Quelles actions marketing et commerciales seront mises en place? Là aussi, au niveau du numérique, des réseaux sociaux, avec le marketing digital, vous avez une panoplie d'outils, mais il y a aussi le marketing classique, hein, avec les affichages, les publicités à travers les médias, radio, télévision, etc., etc. Ça dépend de votre environnement, ça dépend de votre secteur, ça dépend du comportement de vos clients. Est-ce que vos clients ont l'habitude d'écouter la radio ou la télévision, ou bien sont souvent dans les réseaux sociaux? Si oui, c'est quels réseaux sociaux? Oui, c'est comme ça que vous allez rechercher vos clients, vous allez les suivre, vous allez les traquer pour pouvoir leur vendre. Alors, quels sont les canaux de distribution que vous allez retenir, que vous allez utiliser pour vendre votre produit, votre service? Dans la mise en œuvre opérationnelle, vous avez le choix du statut juridique. Il faudra l'argumenter. Il ne faut pas juste dire je vais créer un GIE. Il faudra dire pourquoi. Quel sera le statut juridique de l'entreprise? Est-ce que ce sera une entreprise individuelle, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, une entreprise, une société à responsabilité limitée ou bien une société anonyme? Pour chaque forme juridique, il y a des avantages et des inconvénients. Juste, prenons le cas de l'entreprise individuelle. Si vous décidez de créer une entreprise individuelle, le nom peut changer en fonction des pays. Ça veut dire que vous décidez que le patrimoine de l'entreprise, c'est votre patrimoine. Si l'entreprise doit de l'argent à un fournisseur, ce fournisseur pourra vous poursuivre vous, pourra même venir chez vous, prendre vos habits, vos sandales, vos équipements, tout, parce que c'est votre entreprise qui doit de l'argent. Donc, c'est pourquoi on a créé d'autres formes juridiques qui permettent de séparer votre patrimoine du patrimoine de l'entreprise. Ce sont tous ces structures à responsabilité limitée au capital que vous apportez, etc. Ensuite, maintenant, vous avez les locaux et les équipements, les machines, le personnel. C'est un aspect important, mais en fonction de votre projet, de votre secteur d'activité. Où se situent vos locaux? Est-ce qu'il se pose des problèmes d'accessibilité? Quel est l'impact environnemental? Quels sont les centres de décision? Je vais vous donner des exemples concrets. L'accessibilité. Quand vous vendez au public, mettons fast-food, mais vous êtes dans un endroit où les voitures ne peuvent même pas s'arrêter. Il n'y a pas de parking, il n'y a rien. Mais vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, l'accessibilité, c'est important dans le choix de la localisation. Ensuite, au niveau de l'accessibilité, bon, là, on pourrait pousser un peu plus, hein, en prenant une entreprise de transformation, par exemple. Est-ce que vous allez vous situer auprès des matières premières ou bien auprès du marché? Supposons que le marché se trouve dans la capitale. En ce moment-là, vous pouvez parfaitement vous installer aux alentours de la capitale, votre unité de fabrication, faire venir les matières premières de l'intérieur, les transformer et les vendre, distribuer rapidement. C'est une option. L'autre option, c'est d'aller vous installer là où se situent les matières premières. Vous faites la transformation là-bas sur place. Ensuite, vous transportez les produits finis des régions vers la capitale. Ce n'est pas la même chose, des amis. Il faudra faire attention au niveau des critères de choix. Par exemple, quand vous prenez un camion de 20 tonnes, vous allez payer le même tarif d'une région intérieure vers la capitale, que ce soit des matières premières ou des produits finis. Donc, vous payez le même montant de transport pour une matière première que pour un produit fini. Vous voyez que vous avez plutôt avantage à payer le transport des produits finis parce que ça a plus de valeur. C'est le même montant de façon.
Vous voyez, donc là aussi, ça peut être aussi un critère de choix. De l'autre côté, si l'approvisionnement est un facteur clé de succès, les amis, faites attention. Quand vous avez une unité de transformation, la matière première, c'est fondamental. Si vous n'avez pas de matière première, vous ne fonctionnez pas. Donc, il faut assurer le supply chain, comme on dit, l'approvisionnement en matière première. Et en ce moment-là, quand vous êtes prêt, la zone de production des matières premières, ça peut vous donner un certain avantage parce que les gens vont convoyer leurs matières premières vers vous de façon beaucoup plus facile, etc., etc. Ça dépend également des infrastructures qu'on trouve sur place. L'impact environnemental, c'est important. Et la croissance démographique. Certainement, regardez dans vos pays, en tout cas dans le cas du Sénégal, nous avons beaucoup d'entreprises qui s'étaient installées il y a une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, dans des endroits qui étaient pratiquement isolés, où il n'y avait pas d'habitation. Aujourd'hui, ces entreprises, avec la croissance démographique, sont entièrement entourées de populations. Alors, si vous avez des produits dangereux, mais ça va créer un danger permanent au niveau de cette population. En cas d'incendie, c'est déjà arrivé. Des dégâts qu'on a constatés dans certaines entreprises où il y a eu des explosions de gaz, de produits chimiques, et il y a eu vraiment des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient décédées. Bon, vous voyez le cas de Gopal au niveau de l'Inde, parce que ça c'est international. Si vous tapez sur YouTube Gopal, vous allez voir que vraiment c'est des centaines de milliers de personnes qui avaient été affectées par l'explosion de cette usine-là. Mais ces usines-là étaient là à un moment où il n'y avait pas de population. Donc, il faut tenir compte de la croissance démographique. Alors, le moment venu, il faut forcément séparer cette usine de la population. Qu'est-ce qui va déménager? Est-ce que le gouvernement va faire déménager toute la population pour que l'usine continue de fonctionner? Ou bien est-ce que c'est l'usine qui va déménager? La question est facile à régler. Donc, vous vous installez dans un endroit où 20 ans plus tard, vous serez amené à déménager. Donc, il faut en tenir compte de l'impact environnemental. Il y a aussi les centres de décision, parce que c'est important pour ceux qui font le business to business. Vous travaillez avec des industries. Ces industries sont à l'intérieur du pays. Vous devez leur fournir des matières premières. Mais la direction de ces industries se trouve en centre-ville, dans la capitale. Regardez bien dans vos pays, que ce soit au Sénégal, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et d'autres pays, Bénin, etc. Par exemple, au niveau du Sénégal, dans le domaine minier, presque toutes les compagnies minières qui opèrent à l'intérieur du pays, dans les régions éloignées, ont leur direction générale à Dakar. Parce que cette direction générale doit être près des centres de décision gouvernementales, etc., proximité de l'aéroport. Donc là aussi, il faut voir où se situent les centres de décision. Quels locaux et équipements sont nécessaires? Donc, vous avez besoin, il faudra faire la liste. Quelles ressources humaines seront recrutées? Là aussi, c'est important. Est-ce que ces ressources humaines sont disponibles? Vous voyez, ça intervient aussi au niveau du choix, donc la localisation. Quelles sont les conditions d'accueil? Si vous vous installez dans les régions, alors que vous avez besoin de main-d'œuvre qualifiée, cette main-d'œuvre-là peut hésiter à venir travailler chez vous. Il faut créer des conditions d'accueil. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup d'unités créent même des logements pour les ouvriers, les états de maîtrise, les cadres, les ingénieurs, etc. Donc tout ça, il faut en tenir compte avant de faire votre décision finale. Comment planifiez-vous les opérations? Donc par la prochaine de valeur ou pas, dans tous les cas, il faudra bien planifier l'acquisition du terrain. Vous devez construire, planifier la construction. Les équipements, il faudra les commander, les faire venir à temps, etc. Il faudra former le personnel. Bon, tout ça, ça doit se faire pour que aujourd'hui, l'usine peut démarrer. Votre unité peut démarrer dans les meilleures conditions. Donc, ça demande une planification rigoureuse. Et ça, c'est une autre cap que l'entrepreneur va avoir lorsqu'il faudra mettre en œuvre maintenant le business plan. Il y a aussi la question de la sous-traitance. Quelle sous-traitance éventuelle? C'est important, les amis, parce que ça peut vous créer beaucoup d'opportunités s'il y a des possibilités de sous-traitance.
vous pouvez créer une entreprise qui va sous-traiter avec une entreprise beaucoup plus grande. Ensuite, il y a les éléments financiers. Bon, ça, on y reviendra, donc je ne vais pas trop m'appesantir. Il faut faire l'estimation détaillée des investissements de départ. Quel est le montant des investissements de départ? Et le chiffre d'affaires également. Quelles sont les projections de vente sur les 3 prochaines années, par exemple? Et le compte de résultat, quelles sont les projections de résultats sur 3 ans? Ensuite, le calcul détaillé du seuil de rentabilité. Bon, je vais très vite parce qu'on reviendra sur ça forcément. Hein, on verra la différence entre chiffre d'affaires et résultat, les charges, etc. Calcul détaillé du seuil de rentabilité. Quel est le seuil de rentabilité? Quel est votre seuil de rentabilité? Quel chiffre d'affaires mensuel pour atteindre le point mort? Quand je dis point mort, c'est vraiment le seuil de rentabilité. C'est la même chose. Alors, je donne cet exemple parce que souvent, quand on voit seuil de rentabilité bien point mort, on pense que c'est pour une PME, pour une petite entreprise, pour une micro-entreprise, c'est trop compliqué. Non. Moi, je me rappelle que dans une région, on avait formé des femmes, donc des GIE. Il y a une femme qui venait du Nord, qui faisait des pagnes teintes, qui faisait la teinture, donc une jolie pagne. Et quand on a fait le calcul sur le point mort, ou seuil de rentabilité, elle avait dit, donc moi, ça veut dire qu'il faut que chaque mois, je puisse vendre 17 pagnes. Parce qu'à partir de ce chiffre de 7, si elle vend moins, elle fait une perte. Si elle vend plus, elle fait un bénéfice. C'est ça le point mort. C'est le point à partir duquel vous allez faire du bénéfice. C'est le chiffre d'affaires qui vous permet, que vous devez atteindre, mettons, mensuellement, pour être sûr que vous allez couvrir toutes vos charges fixes, etc., et que vous allez dégager un bénéfice. Mais elle a très bien compris que cette page-là, j'ai bien aimé. C'est pas vraiment la grande entreprise, c'était vraiment le micro-entreprise, et puis elle avait compris. Elle avait fait tous ses calculs, on l'avait aidé, bien entendu. Le plan de financement maintenant, de quel montant avons-nous besoin? Quel sera notre apport personnel? Quel montant devons-nous solliciter? Quelles sont les sources de financement? Alors là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Il ne faut pas surestimer vos besoins. Vous avez besoin de 10 millions, vous allez demander à votre banquier 20 ou 50 millions. Mais le banquier le saura tout de suite que vous n'avez pas besoin de tout cet argent-là. Souvent, par mesure de sécurité, on demande toujours un peu plus. Il ne faut pas le faire. Prenez le montant dont vous avez besoin et ne faites pas de détournement d'objectif. Investissez ce montant-là dans un véritable objectif. Si c'est pour acheter un équipement, vous l'achetez. Si c'est des matières premières, vous achetez les matières premières. Alors, quelles sont les sources de financement? Là aussi, on a une pléthore de sources de financement qu'on verra plus tard. Ensuite, les principaux risques des solutions. Les risques commerciaux, techniques et financiers. Il faudra évaluer les risques à chaque niveau, les amis. Ici, quels sont les différents risques identifiés sur le plan commercial, sur le plan technique, sur le plan financier? Et quelles sont les solutions envisagées pour les mitiger? Comment seront-ils prévenus et gérer ces risques-là? La prévention des risques. Quelle solution de repli en cas d'échec? Vous devez toujours avoir un plan B ou une stratégie de sortie. Bon, ça, c'est pas très francophone, mais c'est très courant dans les pays anglophones. Un bon business plan, quand vous allez investir, et vous posez la question, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Avant de vous lancer, vous devez avoir un plan B. D'accord? Soit vous modifiez le business plan, vous modifiez le business model, vous apportez des changements, ou bien vous dégagez. Vous dites que ce n'est pas bon, moi, je n'ai pas investi dans ce moment. Conclusion et planning de lancement. Ici, il faudra faire un planning détaillé. Je vais vous montrer la semaine prochaine un exemple de plan. Quelles sont les étapes clés? Quand sera lancée l'activité? Et décider maintenant si le projet est viable ou faisable. Faut-il lancer le projet ou le réaménager ou bien l'abandonner? Ce sont les 3 stratégies qui s'offrent à vous. À la fin de l'étude de faisabilité, à la fin du business plan, vous devez prendre la décision de lancer votre projet ou bien de le réaménager ou bien de l'abandonner. Dans la prochaine session, on verra un business plan beaucoup plus détaillé.